Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, j'aimerais tenter de répondre à une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Quelle est votre mission de vie ? C'est peut-être une question que vous vous êtes posée récemment, il y a longtemps. Vous avez peut-être changé d'avis par rapport à cette question. Peut-être qu'aujourd'hui, la notion de mission de vie ne vous parle plus tellement. J'aimerais vous partager mon point de vue sur cette notion de la mission de vie et j'aimerais qu'on discute un petit peu ensemble, même si entre nous on est d'accord que je vais être la seule à parler présentement. J'aimerais que l'on parle ensemble de cette notion qui me paraît primordiale aujourd'hui dans l'évolution des êtres qui s'éveillent dans notre société. Parce que c'est une notion qui, à mon sens, peut être autant porteuse de jolies choses que dommageable dans le développement de la confiance en soi et de l'espérance et de la foi dans sa capacité à réaliser des choses. Cela fait maintenant pas mal d'années que j'accompagne des personnes dans leur développement quotidien, que ce soit en lien avec leur santé, leur spiritualité ou simplement leur bien-être en termes généraux. Et donc forcément, la question de la mission de vie s'est présentée à moi un paquet de fois, mais surtout j'ai remarqué ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, une recrudescence de séances demandant à ce que je puisse éclaircir le pourquoi du comment de l'incarnation, mais surtout que je puisse révéler à ces personnes leur mission de vie. Dans cette notion de mission de vie, je crois qu'on entend généralement l'idée que nous naissons, nous nous incarnons avec un dessein très spécifique, un but à accomplir, et que si ce but n'est pas accompli, eh bien peut-être que nous passons à côté de notre incarnation et de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Il y a inconsciemment, et je le remarque forcément, cet inconscient de la mission idéale qui nous offrirait une reconnaissance sociale, qui nous offrirait un certain statut social et surtout nous valoriserait dans notre expérience. C'est-à-dire que, et on en parlera tout au long de cet épisode, j'ai bien remarqué qu'il y avait comme une nécessité de réaliser une mission pour qu'aux yeux du monde, au regard du monde, mais surtout de la société et de nos pairs, nous puissions être considérés comme étant un être accompli, qui a servi la communauté et qui forcément détient une plus grande valeur de vie qu'un autre. Je vais en parler un petit peu plus longuement en développant dans les prochaines parties. Je ne suis absolument pas réfractaire à cette idée d'avoir un but à réaliser, mais plutôt que de parler de mission de vie, qui me semble être un peu trop élitiste et beaucoup trop idéalisée, j'aime à parler plutôt de vocation qui habite certaines personnes, une certaine partie de la population. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre ces personnes qui sont dotées d'une vocation dans leur plan d'incarnation et celles qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a une humanité, une catégorie qui est meilleure qu'une autre ? Et finalement, qu'est-ce qui peut nous permettre de reconnaître ce type de profil ? Bon, je vais essayer de vous en parler du mieux possible et de vous communiquer ma vision de cette notion de mission de vie. Avant de parler de la mission de vie ou de la vocation en tant que telle, j'aimerais parler des réflexions que je peux me faire du pourquoi de l'émergence de cette notion-là et du besoin de notre population d'avoir un but à atteindre et finalement de savoir quel but elles doivent atteindre. Si vous avez un petit peu observé autour de vous ces derniers temps, je pense que vous avez bien compris que notre civilisation vit une profonde crise existentielle
et se cherche finalement une identité là où elle est en train de perdre celle qui l'a portée et structurée depuis longtemps. On a affaire, à mon sens, à une perte de repères et une déstructuration de tout ce qui a formé et surtout guidé notre civilisation depuis des générations, que ce soit dans le concept de famille, de couple, que ce soit notre place dans la société, le rôle d'un être humain dans sa communauté. On a affaire finalement à un isolement des êtres, à une destruction des liens entre les humains, mais surtout du lien qu'ils entretiennent avec leur environnement. On les a coupés de leur sens, on nous a coupés de nos sens, de notre intuition, de notre capacité à penser et choisir pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et dans ce paternalisme exagéré et dans cette déstructuration profonde, on se retrouve avec beaucoup d'êtres égarés qui, à mon sens, ont perdu tout lien avec eux-mêmes, mais aussi tout lien avec ceux qui les entourent. Je pense que le paroxysme de cette déperdition des êtres s'est joué au moment de la période Covid, puisque j'ai la sensation que c'est cette période-là qui a profondément reconnecté les êtres de notre société à ce qu'ils vivaient profondément, réellement, l'arrêt de leur quotidien. Et il me semble que c'est à ce moment-là qu'il y a eu comme un espèce d'examen de conscience à petite échelle ou à grande échelle selon les êtres. Mais je crois que c'est à ce moment-là que chaque personne a compris que peut-être il y avait des aspects de leur vie qui ne leur convenaient pas, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le rythme qui était le leur. Je pense qu'à mon sens, cette déconnexion d'un rituel routinier, d'une sorte d'attitude mécanique, le fait qu'il y ait un coup près de cette régularité des journées dans laquelle on ne prend pas forcément le temps de se poser, de s'écouter, de prendre le temps, justement, prendre le temps de prendre le temps. Eh bien, je crois que c'est au moment où cette roue infernale s'est terminée que beaucoup de personnes ont pris conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui faisait que peut-être ils se sentaient un peu bancals en eux-mêmes. Et moi, je le perçois en tant qu'accompagnante, puisque j'ai régulièrement, et même si ce n'est tous les jours, des personnes qui me contactent parce qu'elles ne se sentent plus en phase avec ce qu'elles vivent dans leur emploi. Elles ne se sentent plus en phase avec la manière dont elles se lient aux humains. Elles ne sont plus en phase avec ce manque de connexion émotionnelle, spirituelle qu'il y a entre les êtres. Et donc, là où la population entre dans une phase de reconnexion à soi, de reconnexion à la nature et à la spiritualité, on a affaire à un chemin qui est complètement inversé au niveau sociétal et au niveau des structures qui nous gouvernent. Il est donc très facile de comprendre pourquoi on a une population complètement perdue quand elle sent qu'intuitivement elle doit aller dans un sens, alors que ce qu'on leur demande au quotidien, c'est de faire un voyage dans l'autre sens. Parce qu'en parlant de sens, c'est bien le maître mot de ce qui est en train de se jouer profondément dans notre population. Je ne parle bien sûr pas de toute la population, mais je constate moi-même dans toutes les strates, dans tous les statuts professionnels, socio-professionnels, ce mouvement intérieur qui est en train de se jouer. Et ça me semble être l'évolution logique d'un être humain, pourvu d'un esprit bien vivant, connecté avec tout ce qui est autour de lui, et qui pourtant consciemment s'est complètement déconnecté de son environnement. C'est un petit peu le principe de l'élastique, c'est-à-dire que vous pouvez le tendre autant que vous voulez, vous pouvez éloigner les deux extrémités d'un élastique autant que vous le souhaitez, soit ça lâche complètement. Et dans ces cas-là, ça n'existe plus, il n'y a plus rien, la vie se termine. Soit, par la force des choses, les deux points sont voués à se rassembler de nouveau et à se rattacher l'un à l'autre. Un être humain qui s'écarte autant de sa propre nature, de sa nature spirituelle, est forcément amené à un moment donné à ce violent retour en arrière de reconnexion à soi. Et ça ne se fait pas toujours de manière très confortable.
Parce que jusqu'à maintenant, ce qui appelait les êtres à leur carrière, et ce qui appelle encore certains êtres à leur carrière et à leur choix de vie, c'est le statut social, la validation des pairs, devenir riche et la loyauté à une entreprise. Se vouer à une entreprise qui potentiellement, le mois prochain, vous remplacera. Parce que nul n'est irremplaçable dans une société capitaliste. Mais de plus en plus, ce qui appelle les êtres profondément, et ce qui crée cette fracture avec la société et avec ce qu'elle nous propose depuis des décennies, c'est qu'on a affaire à des êtres humains qui, au lieu de vouloir tout ce que j'ai cité, souhaitent aujourd'hui donner du sens à ce qu'elles font dans leur quotidien, souhaitent accorder du temps à leurs loisirs et à leur épanouissement, souhaitent passer du temps avec leur famille, accorder du temps pour leurs enfants, leurs conjoints, pour eux-mêmes. Mais ce qui arrive aussi, c'est la volonté d'enrichir son esprit, cette conscience que peut-être, on peut découvrir de nouvelles connaissances, des connaissances qui ne nous sont pas proposées dans les livres d'école, qui ne nous sont pas proposées dans les programmes de l'éducation nationale. Oui, on peut se découvrir des passions et y accorder de l'importance, et même autant d'importance qu'à son propre métier. Pourquoi ? Parce que la richesse que ça va vous apporter, elle ne sera pas en termes d'argent, mais en termes d'accomplissement, d'épanouissement et de confiance en soi. Et aujourd'hui, il me semble que ces 3 éléments-là sont les éléments clés d'un être qui se transforme profondément et qui se reconnecte à lui-même. Et si je dois reprendre le terme et le thème principal de ce podcast, ce qui fait de ces personnes qui changent de direction, qui changent de conception dans leur vie et qui se transforment profondément, ce qui fait d'elles des missionnaires, de réels missionnaires, c'est que justement, en exprimant ce besoin-là, ce changement et en osant le faire sous les regards des pairs, sous les regards peut-être de ceux qui n'ont pas franchi cette étape-là, eh bien elles vont transformer et elles transforment profondément le monde du travail, elles transforment profondément les liens entre les humains et notre manière de structurer notre société. Parce que ce qui fait une société qui évolue, c'est justement des citoyens qui osent être, faire et prendre des décisions qui vont peut-être parfois à l'encontre de ce qui est admis socialement, mais qui paraît beaucoup plus juste, parce que profondément et intuitivement, ce que l'on veut, ce que nos entrailles nous dictent, c'est la survie de notre espèce. Donc, ce qui est considéré comme étant un symptôme, comme provoquant un mal-être, un inconfort, va forcément être rejeté par notre système de survie. Et il s'avère que malgré la profonde déconnexion à l'intuition, la profonde déconnexion à la responsabilité individuelle, morale, sociologique, psychologique et j'ai envie de dire philosophique, malgré cette déconnexion profonde, eh bien il y a quand même de plus en plus d'êtres qui sentent l'appel de ce retour à soi, de ce retour à une forme de foi et de spiritualité profonde qui va drastiquement transformer notre société de demain et qui est déjà en train de le faire. Donc si vous êtes dans ce cas-là, que vous sentez que vous êtes complètement perdu, que vous êtes déstructuré et que vous n'avez aucune idée de pourquoi vous n'êtes plus où vous étiez hier, mais vous ne savez pas non plus où vous allez demain, c'est que vous êtes en train de vivre cette transition. Et on vous propose une structure qui ne correspond pas à vos besoins profonds. Donc ça va être à vous de créer votre propre structure. Et pour ça, il va falloir vous reconnecter à votre responsabilité individuelle. Et cette responsabilité individuelle, elle va vous demander un courage énorme. Et ce courage, il consiste à réussir à se sentir stable, solide, dans une direction, sur un chemin qui n'a pas été préparé pour vous. Vous êtes en train de vous faire un chemin dans une zone en friche parce que vous venez de quitter l'autoroute. Vous êtes sorti de l'autoroute là où peut-être tout le monde est en train de pester dans les bouchons et vous prenez un chemin annexe. Vous êtes en train de vous créer votre propre chemin. Sauf qu'il y a toutes les fougères et les plantes et les arbres et tout ce qui fait finalement votre richesse intérieure qui n'a jamais été réellement considérée et qui va vous demander de l'aménager ce chemin, de faire en sorte qu'il existe. Mais ce chemin, personne ne l'a prémâché, personne ne l'a préparé pour vous.
alors même que vous avez été habitué depuis l'enfance à ce qu'on vous donne des directions, à ce qu'on vous donne des autorisations. L'autorisation d'aller là, l'autorisation de penser ça, l'autorisation de choisir ça. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous structurer par vous-même et vous avez besoin de créer votre propre chemin. Il y a quand même cet avantage que nous soyons de plus en plus nombreux à ressentir ça profondément. Mais nous sommes encore à une période où l'instabilité est grande et il n'y a aucun exemple concret qui puisse nous valider ou non les décisions que nous prenons profondément. Et c'est ça la reconnexion à soi. La reconnexion à soi, c'est le fait de continuer de marcher dans les friches et dans les fougères en sachant pertinemment que ce qui nous guide, c'est pas le chemin qui a été tout tracé, c'est la lumière qui nous guide à l'intérieur. Mais alors, dans tout ça, quid de la notion de mission de vie ? Eh bien, cette mission de vie, à mon sens, elle existe pour certaines personnes. Je vais essayer d'étayer un petit peu mes propos. Partons donc du principe que vous avez préparé votre incarnation avant de la vivre. Vous avez tout prévu, le plan, la direction, les grands événements. Eh bien, il se peut que vous ayez greffé à ce plan très complexe qui inclut des échanges sociaux, l'appartenance à un groupe familial, l'appartenance à un groupe professionnel, l'appartenance à une société. Vous y avez inclus les naissances de vos enfants, les grandes réalisations et les projets que vous voulez réaliser. Eh bien, peut-être que dans cette trame de l'existence que vous êtes en train de vous créer et que vous êtes sur le point d'expérimenter, bon, actuellement vous êtes en plein dedans, eh bien il se peut que vous ayez ajouté une vocation. Et cette vocation, elle est comme une sorte de direction immuable. Une direction que vous devez suivre coûte que coûte et qui dans tous les cas va vous happer comme le courant d'une rivière. C'est ma vision de la vocation. La vocation, elle habite un être. Elle l'habite dans toutes les parcelles de son être. C'est ma vision propre de ce que représente une vocation. Et pour autant, ça ne signifie pas que cette vocation englobe entièrement la vie consciemment. Certains vivent profondément leur vocation sans même se rendre compte que c'est une vocation. Et là, je pense par exemple aux mères au foyer qui se sont données pour leurs enfants pendant des années et des années. Je pense à ces personnes qui peut-être se sont investies dans la communauté, ont fait du bénévolat, du service, se sont occupés de personnes toute leur vie. Je pense à ceux qui potentiellement ont eu une passion pour la peinture, une passion pour l'écriture pendant toute leur vie, même si ce n'était pas leur métier principal. Certains réalisent leur vocation tout à fait inconsciemment, tout simplement parce qu'ils se laissent guider. Ils se laissent guider par leur pulsion profonde, par cette force qui les anime et qui les guide naturellement vers ce qu'ils doivent faire. C'est globalement la manière dont je vois les personnes, même qui me consultent quotidiennement et qui sont mues par une vocation. Ça les habite. Mais également, une vocation peut s'exprimer par l'importance que l'on va avoir ou que l'on va donner à certains événements majeurs qui vont être vécus dans notre expérience et qui sont beaucoup plus fondus en trame de fond. C'est comme une note de musique que l'on rajoute en fond d'une mélodie pour lui donner une sorte d'ambiance, de trame de fond. Je pense notamment à ces âmes, par exemple, qui ont expérimenté dans leur vie passée de nombreuses morts prématurées, l'être qui meurt très jeune et qui accumule les expériences où la mort les frappe très tôt. Eh bien, leur vocation pour une vie prochaine peut être justement de s'engager durablement dans une vie dans laquelle ils vont vivre vieux, pouvoir expérimenter le fait d'être âgés. C'est des choses que j'ai rencontrées en séance, que j'ai déjà vues. L'âme qui n'arrive pas à maintenir une durabilité dans son incarnation et qui part toujours plus ou moins à la même période et qui n'a jamais connu le fait de se sentir mature, d'avoir de l'expérience, de pouvoir vivre durablement des liens avec certains humains, peut-être même de connaître le fait d'être parent. C'est une vocation à part entière. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font consciemment. Ce n'est pas de l'agitation du corps, ce n'est pas de la création éphémère de quoi que ce soit, ce n'est pas le choix d'un métier ou d'une activité.
Par contre, c'est un engagement profond et durable envers la vie. Et c'est une vocation puissante pour l'évolution de l'âme. Mais la vocation, elle peut aussi s'exprimer dans le fait de mettre fin à quelque chose. Vous êtes venu sur Terre pour mettre fin à un lien particulier avec une âme. Terminer un contrat d'âme qui n'a pas été terminé dans les vies précédentes. Mettre fin à une sensation d'enfermement dans des comportements répétitifs qui font partie de vos vies depuis peut-être des dizaines de vies, des dizaines d'expériences. C'est une vocation également. Une mission de vie n'est pas forcément une mission professionnelle. Une mission de vie, elle n'est pas forcément seulement orientée vers soi. Elle n'est pas forcément orientée non plus vers l'autre. Une mission de vie, elle peut être beaucoup de choses. Et on sort complètement de cette vision héroïque, élitiste de la mission de vie qui est censée nous valoriser socialement. Une mission de vie peut justement être une expérience qui se vit complètement dans l'ombre et dans une solitude complète. Et on peut penser notamment à ceux qui choisissent une vie d'ermite et que nous ne connaîtrons jamais. Leur vocation était d'expérimenter la solitude et l'intériorisation stricte. Eh bien, il n'y a rien d'héroïque et en même temps, c'est une vie extraordinaire. Donc, la mission de vie, elle appelle le cœur, elle appelle quoi qu'il arrive. Malgré tout, je vois bien qu'il y a dans ce développement individuel parfois des sortes de vocations qui ont un but communautaire, altruiste, un but collaboratif. De plus en plus, je sens quand même qu'il y a cette émergence d'une conscience de notre impact et de notre importance individuellement pour la collectivité. Je vois de plus en plus d'êtres humains venir avec leur plan d'incarnation individuelle, mais avec une vocation à plus grande échelle. Ils participent, ils contribuent à leur manière à une émergence de caractéristiques humaines qui n'étaient plus présentes durant les dernières générations, peut-être même les derniers siècles, mais qui aujourd'hui sont amenées à s'éveiller et vont passer par de multiples caractéristiques ou actions ou non-actions. Parce que parfois, contribuer à l'émergence d'une humanité nouvelle, c'est seulement le fait de développer des caractéristiques profondément liées à l'amour, être capable d'amour, être capable d'empathie. La vocation peut être celle d'être une personne joviale, une personne qui sourit, une personne qui fait du bien aux autres. Une personne qui, quand on la regarde, éveille et évoque quelque chose de tellement confortable et qui apporte tellement de joie et de bonheur au quotidien. C'est une vocation à part entière. Non, ça ne vous donnera pas de reconnaissance professionnelle. Ça ne vous valorisera pas en termes de notoriété. En tout cas, ça ne sera pas l'élément majeur qui fera que. Mais si vous réalisez cette vocation, et je vous parle de ces caractéristiques parce que, à mon sens, elles sont les caractéristiques d'une humanité nouvelle qui s'incarne en ce moment et depuis quelques années, et qui développe une sensibilité nouvelle, qui développe une sensibilité à la matière, mais à l'invisible aussi, qui développe un lien nouveau entre êtres humains, une conscience nouvelle de ce pourquoi ils sont sur Terre, et ce sont aussi ces personnes-là qui se sentent complètement décalées avec une société qui est aujourd'hui archaïque en rapport à ces caractéristiques nouvelles qui émergent. On parle aujourd'hui de neuroatypie, la neuroatypie a toujours existé, bien évidemment. Mais à mon sens, la neuroatypie est l'émergence d'une humanité qui se transforme et qui a besoin de fonctionner selon des codes nouveaux, des codes profonds, des outils de connexion et de communication entre êtres humains qui soient complètement nouveaux. Ça paraît atypique aujourd'hui, mais ce sera la neurotypie de demain. Et la neurotypie de demain, elle inclura tous les êtres humains. Parce qu'à partir du moment où on laisse ces vocations profondes et cette connexion profonde à soi-même venir au monde, eh bien on n'a plus besoin de créer un nouveau moule, une nouvelle humanité conventionnelle. On laisse l'humanité profonde émerger et créer de nouvelles règles.
beaucoup plus en accord avec notre fonctionnement profond et notre bien-être profond, et la justesse et l'harmonie de l'expérience humaine. Peut-être que vous avez eu l'occasion de lire un ouvrage qui, je pense, a été l'une des sources de cette notion de mission de vie aujourd'hui dans notre société, qui est Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. C'est un livre que j'ai moi-même eu l'occasion de lire il y a quelques années de ça. Forcément, le souvenir de cet ouvrage n'est plus totalement frais dans mon esprit, mais je sais qu'à ce moment-là, je me suis reconnue dans des caractéristiques qui étaient partagées, proposées par Dolores Cannon. Et je pense qu'il est très 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 important de savoir prendre du recul par rapport à ce qui est transmis à ce niveau-là. Et je me souviens que dans ces 3 vagues de volontaires, elle parlait notamment d'une vague de volontaires qui n'avait pas pour objectif de réaliser des choses, de faire des choses consciemment pour transformer l'humanité, pour transformer la société dans laquelle ils vivent. Leur talent se situe dans le fait d'être, de dégager quelque chose de profond en eux. Et elle expliquait bien que finalement, toute cette génération d'êtres humains a juste à être, a juste à vivre, à expérimenter. Et je pense qu'au-delà de la génération, je crois que tout être humain réalise sa vocation à partir du moment où il est capable simplement de répondre à son harmonie intérieure, à sa justesse intérieure. C'est ça la véritable mission de vie de l'être humain aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut laisser émerger l'humanité nouvelle. L'humanité nouvelle n'apparaîtra pas à l'extérieur, elle n'apparaîtra pas en face de vous, chez votre voisin, elle apparaîtra en vous. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est bien pour ça que vous avez peut-être lu des dizaines, des vingtaines, des trentaines de livres de développement personnel. Vous avez peut-être écouté beaucoup de podcasts comme celui-ci. Mais profondément, c'est la manière dont vous percevez les informations auxquelles vous connectez qui vous transforme profondément. C'est en ouvrant la porte à cette nouvelle conception du monde et de la vie que vous laissez émerger cette humanité. Alors comment savoir si vous êtes doté d'une mission de vie ? Parce que finalement, là je vous parle de la mission de vie comme étant valable en termes individuels, dans votre expérience individuelle, peut-être pour mettre fin à des contrats d'âme, peut-être pour développer des talents, mais il y a aussi ces missions de vie collectives qui vont servir le collectif et qui sont parfois conscientes et parfois qui ne le sont pas du tout. Et je vous parle de cette mission de vie qui peut être vécue en totale inconscience du début à la fin de votre vie. Mais admettons que vous ayez besoin de trouver du sens à votre expérience et de savoir si vous êtes, vous, doté d'une mission de vie en termes individuels et peut-être même pour servir le collectif. Qu'est-ce qui fait que vous allez reconnaître cette mission de vie ou cette vocation ? Je vais me permettre de communiquer un petit peu de mon expérience dans cette partie de réflexion. J'estime faire partie de ces personnes qui sont nées avec une vocation. Ce que je vous partage aujourd'hui, ces podcasts, le métier que j'ai choisi, ne sont pas réellement que des métiers ou des activités professionnelles. La réalité, c'est que la profondeur que vous retrouvez parfois dans ces podcasts, j'espère tout le temps, c'est une profondeur qui m'habite sans cesse. Je me lève le matin avec cette réflexion, cette recherche profonde de sens. Je me couche avec. Je vis chaque jour, chaque seconde, chaque minute avec cette conscience que je suis impliquée dans un processus individuel et collectif de connexion entre deux mondes et d'accompagnement des êtres qui cheminent en eux-mêmes. Je ne suis pas meilleure qu'une autre, je ne suis pas meilleure qu'un autre. Ça ne fait pas de moi un être exceptionnel. Ça fait simplement de moi un être humain qui s'est incarné en sachant pertinemment ce qui devait être fait. Ça a ses bons côtés, ça a ses très mauvais côtés aussi. C'est une expérience comme une autre. Eh bien, je dirais que ce qui fait qu'une vocation se réalise, c'est l'écoute, c'est l'intuition. Ça peut commencer par l'envie de s'inscrire à une activité sportive, créative. Ça peut partir du fait de peut-être créer un potager ou alors construire sa propre maison. Et cet élan individuel, eh bien peut-être que c'est déjà les prémices d'une vocation. C'est peut-être déjà le début d'une aventure qui va vous envelopper complètement et qui va teinter tout le reste de votre expérience.
Mais peut-être pas. À mon sens, une vocation, elle ne s'anticipe pas. Elle se vit. Vous constatez que ce que vous vivez est une vocation seulement lorsque vous faites une rétrospective des années passées. Lorsqu'une vocation commence à se présenter à vous, vous n'en avez absolument aucune idée. Vous vivez simplement ce que vous avez à vivre dans l'instant, et c'est après que vous vous dites « Ah ouais quand même, ok, donc là c'était ma route ». Je pense qu'une vocation se reconnaît à l'intensité qu'elle provoque. Autant dans la difficulté que dans la facilité, parce que je vous disais que certaines vocations sont aussi vouées à mettre fin parfois à des relations, mettre fin parfois à des schémas répétitifs. Ça reste une mission de vie, une vocation à part entière, à mon sens, évidemment. Mais ça se reconnaît à la sensation que ça provoque en nous. On le reconnaît parce que lorsque l'on est en contact avec ce qui est notre vocation, il y a une sensation étrange qui se fait dans notre cœur. Une sorte de jaillissement, de foisonnement, de mouvement, d'exaltation, de quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas contrôlable, qui émerge spontanément et qui nous donne envie d'y retourner, qui nous donne envie de continuer, parfois même de tout arrêter. Ça peut prendre des proportions émotionnelles compliquées parce qu'une vocation, comme je vous le disais, elle occupe tout l'espace qu'elle peut prendre. Un être humain qui ne maîtrise pas totalement l'élan de sa vocation peut s'y perdre. Ça peut rendre fou un être humain. Donc je dirais que s'il y a quelque chose dans votre vie qui à un moment donné a provoqué ce qui ressemble de près ou de loin à ce que je vous ai décrit ici avant, eh bien peut-être que c'est votre vocation. Est-ce que ça doit devenir un métier ? Je n'en sais rien. Une vocation, une mission de vie n'est pas nécessairement professionnelle. Rappelez-vous vraiment de ça, parce que la vie n'est pas le métier. Dans notre société aujourd'hui, on nous apprend que notre métier nous définit. Notre métier, c'est ce qu'on est. Alors tu fais quoi toi dans la vie ? Je suis plombier, je suis boulangère, je suis psychologue, je suis professeur de kung-fu. On se définit par notre métier tout simplement parce que notre société nous a appris à nous donner entièrement pour ce dernier. Il me semble important aujourd'hui pour savoir quelle est votre mission de vie, quelle est votre vocation, de réussir à taire toutes ces constructions sociales sur lesquelles vous avez bâti votre personnage, vos caractéristiques, votre personnalité, pour pouvoir savoir profondément ce que vous êtes amené à faire. Mais aussi avoir le courage de le créer et de persévérer dans cette branche-là, dans ce sens. Une vocation demande du courage. Tout dans la vie demande du courage. Dès qu'on vous sert une facilité dans quelque chose, dès qu'on vous donne un accès facile à quelque chose, c'est déjà qu'on essaie de vous induire en erreur. Je ne parle pas de souffrance. Je ne dis pas là que pour réaliser sa vocation, il faut souffrir. Je dis là qu'un être humain qui réalise sa mission de vie et sa vocation est un être humain qui doit s'impliquer, se responsabiliser et être pleinement actif dans la réalisation de cette vocation et de cette mission de vie. On ne peut plus rester passif, on ne peut pas se contenter de répondre à des demandes extérieures, de remplir le cahier des charges qui nous a été donné et rentrer chez soi pour regarder la télé et rester encore une fois passif ou passive. Les liens humains ne peuvent plus rester passifs, nous devons nous impliquer pleinement dans tous les processus qui sont en œuvre, parce qu'il n'y a que ça qui le rend vivant et pérenne. L'être humain qui se réalise est un être humain qui regarde en face les structures et les directions qui lui sont données, et il fait tout pour aligner sa matière sur ces lignes invisibles qui ont été tracées par son âme avant l'incarnation. Mais j'aimerais aussi parler dans cet épisode des personnes qui ne se sentent pas mues par une vocation, qui ne se sentent pas régies par un besoin viscéral de répondre à un seul et unique but. Car comme je vous le disais, la vie est riche, la vie est plurielle. Elle n'appelle pas forcément à la réalisation d'un dessein. Et je rencontre régulièrement en séance des personnes qui me disent « Léa, bon sang, je sais pas vers quoi aller, je me sens passionnée par rien, je ne me sens appelée par rien et je ne sais pas vraiment ce qui a du sens dans mon quotidien. » Et ce n'est pas facile de ressentir cette absence de passion là où elle est tellement valorisée et tellement regardée aujourd'hui. Combien de demandes de séances j'ai reçues pour connaître la mission de vie de la personne? Eh bien parfois ma réponse est qu'il n'y en a pas. Et je fais souvent face à une forme de déception. La vie qu'elles mènent, que ces personnes mènent, est déjà importante en elle-même. Elles ont la possibilité de faire ce qu'elles veulent. Il n'y a pas un dessein,
mais il y a une multitude de possibilités. Et parfois, je m'imagine les générations passées, mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que dans leur vie complètement déconnectée du paraître, puisqu'il n'y avait ni réseaux sociaux, ni télé, il n'y avait potentiellement que la radio et quelques photos, mais qui n'étaient clairement pas prises facilement. La photo se méritait, la photo était un rituel à part entière. Et bien dans ces vies déconnectées du paraître, de l'image, en tout cas à grande échelle, eh bien ils étaient centrés sur leur communauté directe. Laissez jaillir ce qui vous anime. N'essayez pas de vous calquer sur un idéal qui vous est transmis ça et là sur les réseaux, dans les livres, parce que ce qui est l'idéal d'aujourd'hui sera peut-être complètement oublié demain. Par contre, ce qui subsistera, c'est ce pourquoi vous êtes sur Terre, c'est la vie qui vous habite, et c'est cette volonté profonde de vous connecter à l'autre, de vous connecter à vous-même, et de créer un monde qui soit juste et harmonieux. J'aimerais conclure cet épisode qui me semble déjà bien assez long avec quelques derniers mots. On va pas se leurrer, j'ai bien remarqué que chez les personnes qui me consultent avec ce désir de connaître leur mission de vie, il y a aussi très souvent ce besoin d'être rassuré et d'avoir un avis extérieur, une décision extérieure qui ne mettent pas toute la responsabilité sur nos épaules de ce vers quoi nous tendons. C'est un moyen détourné à mon sens de ne pas avoir à choisir soi-même, seulement soi-même. Ça rassure. Ça rassure parce que le poids du risque d'un échec est parfois lourd à porter sur les épaules d'un individu. Et ça nous emmène directement vers ce sujet passionnant qu'est la notion d'échec. On va pas en parler aujourd'hui. Je crois que si vous avez absolument besoin de savoir quelle est votre mission de vie et si ça vous empêche de vivre au présent, c'est peut-être que d'une certaine manière, vous n'avez pas encore envie de regarder en face le poids d'une responsabilité. La responsabilité de se connecter par soi-même et de prendre conscience que vous êtes totalement capable de créer une vie pour vous-même, par vous-même, et de prendre des décisions par vous-même et pour vous-même. Et rappelez-vous que parfois une vocation est déjà en réalisation, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et je terminerai sur ces derniers mots. La vraie mission de vie d'un être humain, c'est de trouver l'équilibre entre désir et volonté. Parce que quand le premier nous soumet, le deuxième nous rend vivants.